23h sur RT1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Rentrée solennelle de la deuxième session de l'Assemblée nationale ce 2 octobre. Ce point à l'ordre du jour. Le discours solennel du président Adama Bictogo sur les activités parlementaires à venir, la vie politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi y représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce 2 octobre, c'est également la rentrée universitaire unique en Côte d'Ivoire, une rentrée universitaire 2023-2024 marquée par l'ouverture de l'université de Bondoukou qui accueille pour cette session ses 510 premiers étudiants. Une rentrée qui concerne universités publiques, universités privées et grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Et nous ferons un bref tour de l'actualité internationale partant de la Suisse au Mali et également au Niger où la médiation de l'Algérie a été acceptée par les militaires. Bienvenue à tous. La seconde session ordinaire pour l'année 2023 de l'Assemblée nationale s'est ouverte en présence des 255 députés de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Cette session sera consacrée à l'examen du budget de l'État et autres projets de loi déjà sur la table des élus de la nation. Des activités parlementaires à venir consignées dans un discours solennel du président de l'Assemblée nationale, un exposé qui a également présenté la vie politique ivoirienne, économique et sociale du pays en présence du Premier ministre Patrick Achi, représentant du chef de l'État Alassane Ouattara. Le point de la séance par Marie-Chantal Akanda. La solennité a marqué l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, débutant par un moment de recueillement avec une minute de silence observée en hommage à deux illustres personnalités politiques récemment disparues, Henri Konan Bédié, ancien président de l'Assemblée nationale, et Gaston Ouassiénan Koné, ex-président du groupe parlementaire du PDCI. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a indiqué que la session d'octobre qui s'ouvre, dénommée session budgétaire, est consacrée essentiellement à l'examen des lois de finances publiques. Nous avons l'obligation de nous assurer que le budget programme présenté par chaque ministère est en cohérence avec les ambitions et la stratégie proposée pour une gestion efficiente des ressources disponibles. Nous serons amenés à examiner, aussi bien en commission qu'en plénière, 18 projets de loi sont soumis à notre appréciation. Il s'agit notamment de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification et de conventions internationales. En somme, le discours du président de l'Assemblée nationale a mis en lumière l'importance de la diplomatie parlementaire et a annoncé la tenue de la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique en Côte d'Ivoire en 2024, renforçant ainsi la position internationale du pays. En point de mire de notre stratégie, l'Assemblée nationale, en collaboration avec le Sénat, s'apprête à abriter en Côte d'Ivoire la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique, UPCI, branche parlementaire de l'OCI, dans le courant du premier trimestre de l'année 2024. Ce sera une toute première pour notre pays, qui aura l'honneur d'accueillir une conférence interparlementaire de ce niveau. Pour l'ouverture de la deuxième rentrée parlementaire, le discours reflète les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée et met en lumière l'engagement du Parlement à travailler en collaboration avec l'exécutif pour surmonter ces défis et poursuivre le développement harmonieux du pays. Un discours solennel du président de l'Assemblée nationale qui fait le tour de l'actualité politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire, la canne, l'inflation des produits de consommation, le climat apaisé des précédentes élections locales et sénatoriales, l'examen à venir de 18 projets de loi. Les réactions ne se sont pas faites prier à la suite de ce discours. Elles ont été recueillies par Moussa Konaté. C'est la reprise à l'Assemblée nationale. Après 3 mois de vacances, les activités parlementaires reprennent ce lundi 2 octobre, conformément à la récente réforme constitutionnelle. La session qui s'ouvre maintenant, c'est une session budgétaire, mais évidemment, il y aura d'autres
projets de loi importants qui vont arriver. Du travail nous attend. Nous allons donc sans délai nous organiser pour pouvoir affronter cela. On aura 18 projets de loi à examiner et il y a des projets de loi qui portent sur l'environnement et puis sur le caractère de l'incompatibilité des sénateurs. Et je pense que ça sera l'occasion pour nous de nous prononcer là-dessus. Nous sommes prêts pour le travail. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Nous allons nous mettre au travail et sortir des textes qui vont dans l'intérêt de nos populations. Cérémonie solennelle d'ouverture, occasion pour le président de l'Assemblée nationale de s'adresser aux députés. Adama Bictogo se prononce sur des questions liées à la vie socio-économique du pays. Il a demandé que le Premier ministre permette au ministre de venir à l'Assemblée pour une information parlementaire, pour qu'il nous explique un peu le mécanisme, pour que nous sachions comment on prend les décisions. Il y a des choses à faire, donc il faut que les ministres viennent à l'Assemblée pour qu'on échange, pour trouver les solutions ensemble. Il est important pour nous en tant que parlementaires de nous donner les moyens pour aussi échanger avec nos mandants. C'est cela que le président de l'Assemblée nationale a eu à dire qu'il faut des missions parlementaires pour échanger un peu les populations, pour aussi essayer de voir dans quelle mesure on peut vraiment les rassurer aussi. Il a aussi fait allusion à la cohésion en notre sein et surtout féliciter les candidats qui ont compétit aux élections locales et aussi encourager ceux qui n'ont pas pu être vainqueurs. La Côte d'Ivoire est le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en janvier prochain. Le président Adama Bictogo appelle à l'implication des élus de la nation pour la réussite de l'événement. Après 40 ans, il nous a donné l'occasion d'organiser la CAN et c'est l'appel qu'il a lancé à toute la population ivoirienne et l'interpellation de chaque député a contribué de façon participative à la réussite de ce grand rendez-vous de football. Ouverte ce jour, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale prendra fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la rentrée académique dans les universités du pays. Cette saison est marquée par l'ouverture de l'université de Bondoukou. Le centre d'enseignement supérieur d'études et de recherche fait la fierté de tout le Gontougo. Reportage par Herman Yamia. Face à un auditoire composé de professeurs d'université, d'élus et cadres du Gontougo, des rois des Brons et de Bouna, de guides religieux et traditionnels, d'étudiants et de citoyens lambda, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara prononce un discours inaugural. Nous sommes à la rentrée académique de l'université de Bondoukou. L'institution universitaire ouvre officiellement ses portes ce 2 octobre en présence de milliers de personnes. Pour cette rentrée, toutes les UFR ouvrent à la volonté de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sauf celle des sciences de la santé. De même, nous ouvrons à la demande de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, dont les premiers étudiants au nombre de 60, 30 en architecture et 30 en urbanisme, ont été retenus à l'issue d'un test de sélection. L'université de Bondoukou, qui ouvre ses portes aux étudiants ce jour, est un rêve longtemps caressé par les populations du Gontougo qui vient de se réaliser. Elles ont donc exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ce cadeau qui met le district du Zanzan sur le chemin de l'émergence. Avec cette université, il aura tout donné parce qu'il prépare l'avenir de cette région, l'avenir de ce district. Vraiment, on voudrait, au nom de toute la population, lui dire infiniment merci, que Dieu l'assiste. C'est un cadeau immense que le chef de l'État vient de nous faire. Et nous allons, au cours de l'année 2024, le peuple du Zanzan lui rendra un hommage mérité pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'ouverture de l'université de Bondoukou va contribuer à absorber le nombre de nouveaux bacheliers sans cesse croissant. Nous avons dans notre dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique une grande partie des apprenants qui se trouvent dans le supérieur privé, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles privées. J'ai même pris l'exemple de l'année 2022, année au cours de laquelle sur 293 610 étudiants, on avait 53% des apprenants donc, qui étaient dans le dispositif public, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles publiques.
Les 47% restants se trouvaient dans les universités et grandes écoles privées. Ce qui coûte énormément cher à l'État parce que, bon an, mal an, c'est une quarantaine de milliards que l'État alloue au paiement des frais de scolarité dans les établissements privés. Présent à cette cérémonie aux côtés de son collègue du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné a prononcé une conférence sur le thème « Art et innovation pour une employabilité de la jeunesse », cas de l'architecture et de l'urbanisme. Il fallait prendre cette décision de commencer à former localement des acteurs dans ces deux métiers essentiels. Deuxièmement, nous avons montré en quoi ces deux métiers sont importants pour le développement de notre pays. Développement en termes de création d'emplois, développement en termes d'accompagnement de tout ce qui est bâtiments et travaux publics. L'université de Bondoukou porte à 9 le nombre d'universités publiques que compte la Côte d'Ivoire. À l'image des autres universités régionales, celle de Bondoukou va participer au développement de la région du Gontougo. La 9e université du pays s'étend sur 305 hectares à Bondoukou. Elle a une capacité d'accueil de plus de 3000 étudiants et pour cette saison, 510 nouveaux étudiants sont reçus dans les filières de l'architecture et de l'urbanisme, des arts et du développement durable, des lettres, mais aussi des sciences sociales et sciences de la santé, un système académique que présente Sephora Zegui. Bondoukou, capitale du nord-est ivoirien. La ville est réputée pour la culture de l'igname. Bondoukou a désormais son mot à dire en matière d'infrastructures universitaires. Au cœur de la ville aux 1000 mosquées, la 9e université du pays. La nouvelle université est la seule du domaine public à former en architecture et urbanisme. L'université de Bondoukou compte une école, 5 unités de formation et de recherche, 2 instituts et un centre de formation continue. Nos valeurs ici, c'est l'excellence, c'est l'innovation et c'est l'ouverture sur le monde. Ici à l'université de Bondoukou, nous avons ouvert des parcours de formation qui sont des parcours innovants. Par exemple, l'UFR Gouvernance et Développement Durable. Cette UFR, vous allez fouiller, elle n'existe nulle part, dans aucune université, en tout cas en Afrique, dans notre sous-région ici. C'est en Tunisie que nous avons une UFR de développement durable à l'intérieur d'une université. Donc nous sommes les premiers à ouvrir cette UFR en Afrique de l'Ouest. Et dans cette UFR, nous avons développé des parcours de formation très innovants à forte employabilité. Par exemple, le génie écologique, l'aménagement du territoire, la météorologie, l'assurance qualité sont des disciplines innovantes qui ne sont pas enseignées dans les sciences fondamentales dans nos différentes universités. L'INSAC ne sera plus le seul institut habilité à dispenser des cours dans le domaine des arts. Bondoukou formera également dans les sciences des arts, de l'industrie culturelle et la communication au sein de son UFR, la SAICC. C'est une discipline également qui est plus ou moins en lien avec l'architecture. Et donc ici à Bondoukou, nous aurons une UFR des arts et à l'intérieur, il y a l'architecture d'intérieur qui fait partie des arts. Il y a les arts du spectacle, il y a les arts de la scène, il y a l'économie des arts. Donc toutes ces sous-disciplines des arts seront enseignées ici à Bondoukou. Mais pour cette rentrée, nous commençons seulement par l'architecture d'intérieur. Les sciences de la santé sont elles aussi incluses dans les curricula de formation. La première cohorte sera composée de 90 apprenants. L'UFR n'ouvrira pas ses portes cette année. Il y a la médecine, il y a la pharmacie et puis il y a ce qu'on appelle IOS, Institut d'odontostomatologie. Donc ce sont ces différentes disciplines des sciences de la santé qui sont regroupées dans l'UFR Sciences de la santé. Cette UFR, malheureusement, ne va pas ouvrir à cette rentrée et certainement à la rentrée prochaine parce que l'ouverture de cette UFR doit forcément être en lien avec l'existence d'un centre hospitalier qui a un plateau technique pouvant permettre aux étudiants donc de venir faire des stages et puis faire des recherches. À côté des sciences de la santé, les sciences du langage, lettres et langues étrangères, la S2LE. Nous avons eu les orientations de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer l'enseignement des langues. Vous savez, madame, l'enseignement des langues aujourd'hui est vraiment d'actualité à travers le monde. La langue aujourd'hui est un outil d'épanouissement. La langue est un outil de développement. La langue est même aujourd'hui considérée comme un outil économique. M. le ministre a trouvé bon qu'on développe, en plus de l'enseignement du mandarin qui se fait à l'université au Fort-Boigny, qu'on fasse de Bondoukou le pôle
d'enseignement du mandarin. De telle sorte que d'ici 3 ans, 5 ans, il y ait des cadres ivoiriens, des jeunes cadres ivoiriens qui soient vraiment compétents, non seulement dans l'écriture du mandarin, mais aussi dans l'expression orale. Et cette capacité va leur donner des opportunités d'être employés. Et dans l'Institut des langues que nous allons ouvrir dans peut-être 2-3 prochaines années, nous allons développer des recherches sur nos langues nationales. L'université de Bondoukou vient mettre fin au monopole de l'école d'architecture d'Abidjan, une structure privée. Par le passé, les étudiants ivoiriens voulant être formés en architecture présentaient le concours d'entrée à l'EAMO, école sous-régionale basée à Lomé au Togo. Nous allons dispenser dans cette école 2 parcours de formation. L'architecture d'une part et l'urbanisme de l'autre. Nous avons un gros déficit d'architectes dans la plupart de nos pays. Le ratio population architecte en Côte d'Ivoire est un ratio qui est loin d'être atteint. Et cette école publique va former au compte de l'État des architectes et des urbanistes qui seront ensuite déversés sur le marché. Et pour bien faire cette formation, notre université a tissé un solide partenariat avec d'une part l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et de l'autre l'Ordre des urbanistes. L'université de Bondoukou ambitionne d'offrir des programmes académiques de haut niveau alignés sur les besoins du marché du travail et de la société. Elle entend encourager la recherche scientifique, la technologie ainsi que la valorisation des résultats obtenus. L'université de Bondoukou est chargée d'assurer la formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, culturels et professionnels. Pour cette année, seulement 510 étudiants auront accès aux différentes filières de formation. Voilà donc l'université de Bondoukou, un pôle d'enseignement novateur. D'autres disciplines universitaires sont dispensées à l'université Peleforo Gon-Koulibaly à Korogo, qui pour cette rentrée accueille 2500 nouveaux bacheliers. Ils rejoignent plus de 7000 étudiants réguliers dans cette université publique ivoirienne. On en sait plus sur cette rentrée à Korogo avec Ami Sissoko. Université Peleforo Gon de Korogo. L'année universitaire 2023-2024 démarre effectivement ce lundi. À 8h, l'amphi A est déjà comble avec les étudiants de l'UFR des sciences sociales. Ce premier jour est consacré à la prise de contact entre nouveaux bacheliers, étudiants et encadreurs. Quelqu'un qui n'est pas venu, il ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ils sont en train de nous parler des crédits. Moi, je ne connaissais pas les matières, comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ici, là, le premier jour, il sait déjà ce qui se passe. L'UFR des sciences sociales est la plus grande UFR de l'université. Elle compte 6 filières pour près de 4000 étudiants, soit 40% de l'effectif de l'université. Nous avons utilisé les canaux habituels pour donner l'information aux étudiants depuis la semaine dernière. C'est ce qui explique leur présence massive ce matin. Nous avons le département de droit, le département d'économie, le département d'histoire, le département de philosophie, le département de géographie et le département de sociologie. Nous travaillons avec 211 enseignants. Contrairement à l'UFR des sciences sociales, à l'UFR des sciences biologiques et celle des lettres et arts, les étudiants traînent encore les pas. À partir de demain déjà, nous avons programmé des cours et ils seront là. Tant que vous ne programmez pas les cours, ils ne sont pas motivés à venir. Et donc, je pense qu'à partir de demain matin, moi-même, je fais le cours de méthodologie d'études universitaires avec les premières années de maths, physique, chimie. Et donc, je pense qu'à partir de demain, les amphis seront pleins. Depuis 3-4 ans, notre UFR finit son année dans les délais prescrits par le ministère. À nos anciens étudiants, de même qu'aux nouveaux. Nous demandons surtout aux nouveaux de venir très rapidement achever l'inscription pour qu'ils soient dans nos fichiers et qu'ils soient considérés comme des étudiants, qu'on puisse les repartir dans les différents groupes de travaux dirigés, de travaux pratiques. L'université Peleforo Gon accueille actuellement 7560 étudiants, dont 35% de filles, auxquels viendront s'ajouter 2500 nouveaux bacheliers. Ma fille, elle a fait la terminale D à Abidjan et moi je suis en fonction ici à Korogo. C'est ce qui m'a poussé à faire l'orientation de ma fille au sein de cette université-là, parce qu'elle fait bonne presse. Tout se passe bien. Nous avons donc déjà préparé tous les documents d'administration. On attend seulement que le ministère communique les chiffres exacts pour débuter donc l'opération des inscriptions.
À l'université Peleforo Gondokorogo, une bibliothèque de 3 niveaux et une connexion Internet sont à la disposition des étudiants. Avec la bibliothèque, on a accès aux différents documents. On a aussi accès à la connexion Internet. Donc s'il n'y avait pas de bibliothèque, ça serait très compliqué pour nous les étudiants. Pour un meilleur épanouissement des étudiants et encadreurs, plusieurs bâtiments sortent de terre, une scolarité centrale, des salles de travaux dirigées, entre autres. Si ces bâtiments sont livrés d'ici peu, on pourrait être énormément soulagé. En termes d'accueil, d'installation des enseignants, il y a un bâtiment qui va absorber un grand effectif d'enseignants, c'est-à-dire il y a 90 bureaux, plus 4 bureaux directeurs. Il y a 8 salles de travaux dirigées qui sont en cours de construction, également 8 salles de travaux pratiques qui sont en cours de construction et il ne faut pas oublier le bâtiment de la scolarité centrale. Créée en 2012, l'université Peleforo Gondokorogo abrite 3 UFR, les sciences biologiques, les sciences sociales et les lettres et arts. À elle s'ajoute l'Institut de gestion agro-pastorale. Des éléments qui montrent bien que la rentrée universitaire est bien effective sur le territoire ivoirien. Ce 2 octobre consacre également la 16e journée internationale de la non-violence, une date qui marque aussi l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, figure majeure de la non-violence. Les Nations Unies souhaitent par cette journée favoriser la culture de la paix, de la tolérance et de la compréhension. Khalid Diomandé nous en dit davantage. Accolade, étreinte et enthousiasme partagés ce lundi 2 octobre au groupe scolaire Gandhi de Yopougon. L'établissement célèbre la 16e journée internationale de la non-violence, une journée qui marque également la commémoration de la naissance de Mahatma Gandhi, figure de proue de la non-violence. Chaque célébration est l'occasion renouvelée pour inculquer aux tout-petits les valeurs de paix. On nous a dit aussi de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Si ton ami t'a fait quelque chose, tu n'as pas aimé, il faut lui dire, il va te demander pardon et puis vous allez faire la paix. La violence ne résout rien. Donc nous les élèves, on s'engage à cultiver la paix et l'amour. Depuis l'instauration de cette journée en 2007 par les Nations Unies, l'établissement en a fait une tradition. Des messages pacifiques sont gravés sur les façades de l'école pour la circonstance. La non-violence est le socle de notre programme éducatif parce que nous sommes sûrs et certains que c'est en semant des graines dans la génération florissante que nous pouvons espérer avoir un meilleur futur. Nous croyons que toute cause, tout problème peut être résolu sans l'utilisation de la violence et donc par les préceptes que Mahatma Gandhi a enseignés, notamment la non-violence. Né le 2 octobre 1869 à Port-Bandar et décédé le 30 janvier 1948, Mahatma Gandhi est connu pour avoir joué un rôle crucial dans l'accession de l'Inde à l'indépendance en 1947. À présent, une page sur la 6e édition du Sahara qui se déroule à Abidjan depuis le 29 septembre dernier. C'est le salon de toutes les opportunités pour le monde agricole en particulier. L'exemple avec ce don en équipement d'une valeur de 12 milliards de francs CFA dédié à une trentaine de coopératives des filières EVEA et palmier à huile. Lanciné Bakayoko. Ces équipements offerts par le conseil EVEA palmier à huile sont constitués de tracteurs, de récolteuses de régime, de perches mécanisées et d'engrais. Au total, 24 coopératives ont été sélectionnées, dont 10 dans l'EVEA et 14 issues de la filière palmier à huile, ainsi que 20 groupements de transformation artisanale, en l'occurrence des coopératives de production de savon. Des équipements qui ont coûté 12 milliards au conseil EVEA palmier à huile. En mettant en place ce genre d'équipement, ça permet donc de soulager les parents, ça permet de soulager les mamans, et ça leur permet d'être plus efficaces, ça leur permet d'être plus rentables dans cette activité. Ces équipements offerts entrent dans le cadre du projet d'urgence d'appui aux filières EVEA et palmier à huile, aligné sur le programme d'urgence pour la relance de la croissance agricole PURGA. L'objectif de ce projet, qui vise à aider 40 PME ou coopératives spécialisées, est de résoudre les problèmes de financement et de pénibilité des opérations des filières EVEA et palmier à huile, également les problèmes liés au manque de main-d'œuvre. Au Sahara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les stands des 2 spéculations agricoles. Les dirigeants de la PROMAC, association des professionnels de caoutchouc naturel,
ont profité de la présence de Kobena Kwasi Adjoumani pour évoquer la vie de la filière EVA. Aujourd'hui, les nouveaux textes européens, zéro déforestation, etc., il était important qu'on présente au monde entier que nous produisons un caoutchouc durable. Nous ne plantons pas, nous ne déforestons pas pour planter. Lorsqu'on doit planter, on utilise des zones où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a que de la savane. Et nous mettons en place la traçabilité. Désormais, tout le caoutchouc que nous exportons en Europe doit pouvoir être tracé. Nos clients doivent savoir exactement de quelle plantation ce caoutchouc vient. La filière EVA enregistre un déficit de 20 000 seigneurs, d'où l'appel aux jeunes à s'intéresser au métier du latex et plus globalement à l'agriculture. Nous sommes au 4e jour du Sahara, une journée qui conjugue jeunesse et agriculture. Les jeunes étaient invités à soumettre des dossiers de financement dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. 135 milliards de francs CFA sont disponibles pour cette jeunesse agricole. Juliette Ouéa nous en dit plus. La jeunesse au centre de la 4e journée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara 2023. Objectif, amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture, l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Des jeunes ont donc participé à un panel autour du thème « Instruments de financement pour l'atteinte de la sécurité alimentaire ». C'est vraiment important de suivre ces genres de panels parce que en fait, tout ce qui a été dit, vraiment, ça a été vraiment pour la cause des jeunes. Voilà, et moi, c'est bien vrai que je suis étudiant, il y a certaines informations que je n'avais pas. Et avec ce panel, au panel que je viens d'assister aujourd'hui, franchement, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis bon, c'était bon, tout ce qui a été dit par les différents experts nous a beaucoup appris. Je suis venu participer au Sahara, déjà pour découvrir le potentiel agricole et technologique qu'on a dans notre pays. Et puis aussi pour pouvoir m'investir moi-même dans ce processus-là, puisque je suis en voie de devenir entrepreneur agricole. Donc pouvoir avoir tous les renseignements qu'il faut avoir pour pouvoir s'intégrer dans ce domaine-là. En Côte d'Ivoire, l'agriculture rencontre des difficultés, notamment en matière de financement des petits producteurs. En effet, moins de 3% des crédits bancaires sont alloués aux petites exploitations agricoles. Les panélistes ont tour à tour proposé des solutions. Le ministère de l'Agriculture, qui connaît vraiment ces difficultés-là, met en place différents programmes avec différents instruments de financement. Et dans ces cadres-là, il y a des instruments de financement qui travaillent au refinancement des microfinances, de permettre de disposer de la trésorerie pour permettre de donner du crédit à des taux négociés aux petits producteurs. Donc on a des fonds de refinancement qui sont mis en place, on a des fonds de garantie également qui sont mis en place pour mitiger un peu le risque. Nous avons réussi à mettre en place un dispositif qui accompagne non seulement les coopératives, mais aussi les producteurs. Vous êtes sans ignorer que d'ici à 2030, c'est un producteur qui va nourrir donc 2 non-consommateurs, 2 consommateurs non agricoles, on va dire, et d'ici à 2050, c'est 4 consommateurs non agricoles. Nous avons bien percuté donc cet enjeu-là au regard aussi de la forte démographie de notre population. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2023 va s'achever le 8 octobre prochain. Et à côté des activités agricoles, des activités des forêts, plus précisément l'exploitation forestière, la Côte d'Ivoire lance la 2e phase du développement du système national de vérification de la légalité et de la traçabilité de son bois. L'objectif à terme des travaux, c'est d'élaborer des accords commerciaux et des dispositions juridiques pour lutter contre l'exploitation forestière illégale. Franck Quadio. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne travaillent à l'élaboration d'un cadre commercial secteur forêt-bois traçable et légal. Un instrument a été pour cela mis en œuvre, le système national de vérification de la légalité et de la traçabilité du bois, impliquant, outre le groupe de travail, à dédier la participation du secteur privé et de la société civile. Partout, la société civile a été présente et a participé au débat. Et donc, nous avons pu influencer quelquefois les débats pour la prise en compte des intérêts des communautés, surtout des communautés riveraines des forêts. Ce système, le SNVLT,
appelé cependant à évoluer, d'où cette séance de réflexion qui réunit acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire relatif à l'application de réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux APV FLECT. L'un des outils qui va nous permettre de faire ce suivi, qui est le SCNVLT, sur lequel nous travaillons avec l'Union européenne, qui va permettre, depuis la zone où le produit dérivé de bois sera prélevé sur le terrain, de pouvoir suivre sa transformation et son transport jusqu'à la zone d'export et jusque sur le marché de l'Union européenne. Et cet outil-là, c'est un outil qui est informatisé, mais qui prend en compte différents paramètres, donc qui fait intervenir différents acteurs pour lesquels donc, nous avons besoin que l'outil soit fonctionnel et connu de tous. Notons que le SNVLT, deuxième version ainsi présentée aux parties prenantes pour analyse, est un pas important vers l'aboutissement du processus qui sera matérialisé en 2024 par la mise en œuvre de l'APV FLECT. Après les élections locales, les bureaux s'installent pour la gestion des collectivités. Dans la région des Grands Ponts, le président du conseil régional de cette région s'installe. On le voit dans cet élément que rapportent nos reporters. C'est par un vote à main levée que les membres du conseil régional des Grands Ponts ont plébiscité leur nouveau président. Essis Esmel Emmanuel a bénéficié à l'issue du scrutin régional du 2 septembre dernier de la confiance des électeurs des 3 départements des Grands Ponts pour un mandat de 5 ans au service du développement de leur région. Une mission qu'il entend accomplir pleinement avec l'appui des élus et cadres des Grands Ponts. Notre priorité, c'est de remettre tout le monde ensemble. Nous avons été aux élections, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont dites. Aujourd'hui, nous sommes au rassemblement des fils et des filles des Grands Ponts pour travailler pour cette région qui a besoin de développement. Le préfet des régions des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, Nzi Kangarimi, a salué l'esprit de démocratie et de paix qui a prévalu dans la région lors des élections municipales et régionales dernières. Il a exhorté le nouveau président du conseil régional et ses conseillers à travailler avec acharnement pour le développement harmonieux des 3 départements des Grands Ponts. J'ai insisté pour dire au président du conseil régional vraiment de redimensionner le statut de Dabou. Dabou a un retard dans l'urbanisation, dans les équipements sociaux collectifs. Le nouveau président du conseil régional des Grands Ponts, Essis Esmel Emmanuel, a désigné à cette occasion ses 4 vice-présidents du conseil régional avec pour premier vice-président Serge Martial Bombo de Grand Laou, par ailleurs secrétaire national adjoint en charge de l'Institut politique du RHDP. Ces commandos vont se mettre à la tâche pour donner un nouveau souffle du développement à leur région pour les 5 prochaines années. Une installation rapportée par Patricia Omouetia. La CAN 2023 se prépare sur le plan sécuritaire également en Côte d'Ivoire. Et ce lundi, le plan d'action de sécurisation a été présenté par le ministre Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il était entouré des acteurs impliqués à tous les niveaux de cette CAN. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. À cette table ronde, Albert François Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique COCAN 2023. Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Gabin Amonkou Kassi, directeur général de l'Office national de la protection civile, et bien d'autres responsables, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires, membres de la commission sécuritaire de la CAN 2023, se concertent pour une compétition zéro incident, surtout au niveau de la sécurité. La Côte d'Ivoire accueillera la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui est prévue en janvier-février 2024, afin de voir les dispositions sécuritaires à prendre pour la cérémonie du 12, mais surtout des 5 villes hôtes qui vont accueillir les différents groupes qui vont venir. Des instructions précises ont été données par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il appartient maintenant à la commission sécurité, au niveau du COCAN, des 8 autres commissions qui l'accompagnent, de travailler de manière transversale
afin que tout cela soit d'une efficacité et d'une efficience. Est passé au peigne fin l'état des lieux d'exécution du plan d'action de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2023. Une demande du général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui souhaite une implication réelle et un engouement professionnel de tous les acteurs dans la recherche d'une meilleure réussite de ce rendez-vous sportif de dimension continentale. Que toutes les dispositions soient prises et surtout mises en œuvre pour que chacun des participants puisse être en sécurité, conformément aux instructions du Premier ministre qui tient à ce que les choses se fassent de la manière la plus efficace possible. 24 nations sont attendues à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro pour la CAN 2023. Elle débute le 13 janvier pour s'achever le 11 février 2024. Avant cette date, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité recommande la tenue de pareilles rencontres chaque 2 semaines afin d'harmoniser les différents points d'évolution. Je vous propose à présent un bref tour de l'actualité internationale de ce 2 octobre 2023. Actualité qui nous conduit au Niger et également au Mali, mais aussi en Suisse où l'OMS approuve un second vaccin antipaludique pour les enfants. C'est un tour commenté par Abou Sanogo et Souleymane Denissango. Ce lundi, les avocats de l'ancien président Mohamed Bazoum ont annoncé une plainte contre la junte au pouvoir. Ils ont aussi saisi 2 organismes du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une plainte qui vise le général Abdourahmane Tiani pour attentat et complot contre l'autorité de l'État, crimes et délits commis par les fonctionnaires et arrestations et séquestrations arbitraires. Au Mali, une imposante colonne de l'armée malienne a pris ce lundi la direction de Kidal. Un mouvement de troupes qui survient au lendemain d'un week-end au cours duquel l'armée malienne a subi 2 violentes attaques du CSP. Leurs membres ont repris les armes contre les autorités maliennes de transition depuis le 12 septembre dernier. À Genève, l'OMS a annoncé ce lundi que ses experts avaient donné leur feu vert à un second vaccin contre le paludisme. Un vaccin développé pour les enfants. Le R21 Matrix M est développé par l'Université d'Oxford. Le vaccin est fabriqué par le Serum Institute of India. Son utilisation a déjà été autorisée au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur RTI 1 à 6h30 demain avec Régis Kofi.